Donc, je vais laisser quelques petites secondes aux gens d'entrer, mais comme l'heure du dîner est courte et sera bien comblée, je vais commencer rapidement là, la présentation. Donc, qui est déjà midi une. Donc, au nom du CQCM, je vous souhaite la bienvenue à ce premier webinaire sur l'équité, la diversité et l'inclusion. Donc, avant de vous présenter les animatrices du webinaire, Marie-Josée Paquette, notre directrice générale, a préparé un petit mot pour s'adresser à vous. Donc, ma collègue Valérie va nous lancer la petite vidéo et ensuite, je vous retrouve de l'autre côté. Bonjour à tous. D'abord, merci de votre présence aujourd'hui. Vous démontrez l'importance accordée à l'EDI au sein de votre organisation. Sachez que ce webinaire est issu de notre Assemblée de concertation du 20 octobre 2023. C'est une réponse directe du CQCM qui s'engage envers ses membres. Nous souhaitons mobiliser le mouvement coopératif et mutualiste envers l'équité, la diversité et l'inclusion dans une discussion continue. Le CQCM doit être le relayeur d'informations pertinentes et des outils existants dans le mouvement pour les coopératives et mutuelles souhaitant se mettre en action en ce sens et offrir de la formation pertinente. Donc, sans plus tarder, je vous laisse aux soins de Michel et Ingrid et vous souhaite un excellent webinaire ainsi qu'un bon lunch pour ceux qui joignent l'utile à l'agréable. Donc, je ne pouvais pas mieux dire. Donc, afin de laisser le maximum de temps à Michel et Ingrid, je leur laisse la parole. Vous aurez un temps de questions, donc je vais réactiver. Je vois que vos micros sont tous fermés. Pour l'instant, vous ne pouvez pas les activer, mais je vais m'assurer que ce soit fait pendant qu'elles présentent. Donc, bon webinaire tout le monde. Je vous retrouve à la fin. Je te laisse partager l'écran, Ingrid. C'est ça, il faut que je repartage. Je m'excuse. Bonjour à tout le monde. Donc, l'écran s'en vient. On le voit. Oui, il n'y a plus qu'à le mettre en mode présentation. Okay. Super. Bonjour tout le monde. Ingrid Latouche, je suis responsable du défi 50-30 à l'IRIPI, qui est l'Institut de recherche en immigration et sur les pratiques interculturelles et inclusives. J'ai vu quelques personnes dont je reconnais les noms ici, alors je suis heureuse de vous retrouver ou de vous rencontrer pour d'autres. Je laisse Michel peut-être se présenter avant que je prenne le début de... Oui. Je vais juste dire quelques mots avant de te redonner la parole, Ingrid. Bonjour à toutes et à tous. Mon nom est Michel Camara. J'ai été consultante et formatrice en équité, diversité et inclusion dans le cadre du défi 50-30. Et je parle déjà au passé parce que moi, mon mandat s'arrête et je suis contente de finir sur cette présentation. Comme l'a dit la directrice un petit peu plus tôt dans la vidéo, merci pour votre présence. Ça montre déjà votre intérêt, votre volonté de faire avancer ces valeurs-là dans votre organisation. Je vais vous parler brièvement du sommaire, du déroulement de cette rencontre, histoire que vous sachiez à quoi vous attendre. Donc, on va parler brièvement du défi 50-30, rappeler ce qu'est cette initiative. Ça, c'est ma collègue Ingrid qui va s'en charger. Et ensuite, on va commencer par les outils qui ont été créés dans le cadre du défi 50-30. Donc, la trousse à outils, ce qui fonctionne. Ce sont les outils qui ont été créés initialement au moment du lancement du défi 50-30 pour accompagner les signataires. Ensuite, on fera un focus plus sur les outils essentiels, votre starter pack. Et je suis vraiment désolée pour tous les mots que j'utilise en anglais. Donc, c'est vraiment les outils, si vous ne deviez commencer que avec certaines choses, c'est les outils vraiment essentiels pour vous lancer sur le sujet. Ensuite, on verra la trousse à outils pour les PME. Donc, c'est une trousse à outils qui a été vraiment pensée pour les petites et moyennes entreprises parce qu'en fonction de la taille de l'entreprise et aussi de certains secteurs, on n'a pas forcément les mêmes besoins, les mêmes attentes en termes d'EDI. L'IRIPI et les autres partenaires de l'écosystème du défi 50-30 continuent à créer des outils qui viennent vraiment répondre aux besoins des organisations. Donc, on vous parlera des outils dernièrement, des fiches conseils et des guides qui ont été dernièrement conçus et ceux qui sont à venir. Et ensuite, on verra ensemble une petite mise en situation où on se mettra dans la peau d'une organisation qui veut démarrer sa démarche en EDI. Et on verra quelles sont justement l'application de ces outils essentiels. Sans plus tarder, je laisse la parole à ma collègue Ingrid qui a plein de belles choses à vous raconter. Merci. Merci Michel.
Alors, je m'excuse, je suis sur 3 écrans différents, sur 2 ordinateurs différents, donc je passe les diapos avec un ordinateur et je vous regarde sur l'autre. Si ça ne passe pas la diapo, n'hésitez pas à me faire signe. Donc, juste pour vous mettre en contexte, le défi 50-30, pour les personnes qui ne savent pas de quoi on parle, c'est une initiative fédérale qui a été lancée donc, par le ministère Innovation, Sciences et Développement économique Canada. Puis, il y avait plusieurs objectifs que le gouvernement se fixait à travers cette initiative, des objectifs généraux que j'aime bien qualifier aussi de qualitatifs et qui, pour moi, sont ceux à garder en tête. Donc, favoriser l'inclusion de toutes les personnes, augmenter la représentation des divers groupes dans leur milieu de travail et donner une place à la table des discussions et des décisions aux personnes des groupes sous-représentés dans ces espaces-là. Je focus sur le qualitatif parce que l'objectif suivant, qui est plus un objectif spécifique, c'est donc la représentation, le 50-30, ce qu'on entend beaucoup dans le titre du défi 50-30. Donc, c'est une représentation dans les postes de conseil d'administration et de haute direction ou de direction quand on n'a pas forcément une très, très grosse entreprise ou une grosse organisation. Donc, on souhaite atteindre un 50% de femmes et de personnes non binaires, un 30% de personnes des autres groupes en quête d'équité. Les autres groupes en quête d'équité, les groupes en quête d'équité qui sont visés dans le défi 50-30, ce sont donc les femmes, les personnes autochtones, les personnes racisées, noires et de couleur, les personnes en situation de handicap et les personnes des diversités sexuelles et de genre. Donc, c'est vraiment les groupes qui sont ciblés par le défi 50-30, mais bien sûr, quand on favorise l'inclusion, idéalement, on favorise l'inclusion pour tout le monde, peu importe ses caractéristiques et ses identités. Je repasse la parole à Michel qui va poursuivre pour l'instant. Merci Ingrid. Donc en fait, le défi il a été lancé en 2021 avec donc pour objectif très quantitatif le 50 et le 30. Et donc avec ce lancement sont venus des outils spécifiques pour accompagner les signataires tout simplement à relever ce défi. Et donc, parmi les outils, il y a une dizaine d'outils qui a été créés. Ingrid, si tu peux passer à la slide suivante. Nous, on va s'intéresser, je vais vous parler brièvement de 4 outils spécifiquement. Il faut savoir qu'il y a d'autres outils qui viennent et qui ressemblent, mais qui sont bâtis de la même manière. On a, par exemple, le Lancer la conversation, le guide dédié à la gestion de talent, le guide du conseil d'administration et du leadership, et le guide pour soutenir le changement organisationnel. Ces 4 outils-là, comme les autres outils qui viennent avec, ce sont à la base de très grands documents qui peuvent faire peur, mais qui ont été conçus en fait pour que vous naviguiez à l'intérieur au gré de vos besoins. Donc, ce n'est pas quelque chose qu'on lit d'une traite et qu'on tente d'absorber, bien au contraire. Le Lancer la conversation, quand vous allez l'ouvrir, il s'agit d'un lien que vous pouvez télécharger et ça devient donc un document au format PDF. C'est environ 50 à 60 pages d'informations sur comment et pourquoi lancer la conversation et quelles sont les précautions à prendre quand on le fait. Quand on dit lancer la conversation, on veut dire lancer la conversation autour de l'EDI à l'interne. Dans ce document, en fait, vous avez des sources et des ressources pour pouvoir bâtir votre connaissance avant tout, avant de vous lancer dans une conversation, c'est bâtir ses connaissances sur le sujet. Sur les groupes que Ingrid a nommés un petit peu plus tôt, quels sont leurs enjeux, pourquoi on en est à parler d'équité, diversité et inclusion et pourquoi on vise spécifiquement ces groupes-là. Ensuite, il y a aussi l'aspect de où et comment lancer cette conversation. Là, dans l'outil, vous allez voir des pages où on vous donne les différentes manières de le faire, les bons moments et les précautions à prendre. C'est-à-dire assurer par exemple, assurer un espace où chacun et chacune va pouvoir prendre la parole et s'assurer que les échanges soient possibles. Donc, créer en quelque sorte un espace où la discussion est possible. Il y a, comme je vous disais, donc des ressources sur comment le faire, quelles sont les précautions qu'on vous donne pour lancer la conversation, qui est pas mal la première étape quand on veut démarrer en EDI. Il y a aussi un guide qui est dédié à la gestion de talent. Comment faire en sorte que notre gestion de talent soit plus inclusive. La gestion de talent, c'est tout un processus, du sourcing de talent à l'intégration des talents en passant par
l'offre d'emploi, l'entrevue d'embauche. Et donc là, c'est tout un tas, encore une fois, c'est un document de 50 à 60 pages où vous cheminez à travers le processus de recrutement. À l'intérieur, vous allez retrouver des idées de mesures à mettre en place. Vous allez retrouver des mises en situation, des cas pratiques, des réalités aussi selon les industries, selon parce que le défi 50-30 est une initiative au niveau fédéral. Vous allez avoir des spécificités régionales aussi. Donc, on va s'intéresser à un secteur en particulier, comment rendre la gestion de talent inclusive dans tel secteur, dans telle région, dans telle province du Canada. Donc ça, c'est hyper utile quand vous êtes en processus de recrutement ou que vous voulez rendre votre processus de gestion de talent plus inclusif. Donc, du sourcing à la planification de la relève, vous retrouvez des bonnes pratiques à mettre en place, comment les mettre en place et aussi des sources d'informations pour guider votre prise de décision. Parce que bien sûr, ces outils, c'est pas forcément du clé en main. Il faut piocher à l'intérieur pour trouver des informations qui se prêtent bien à votre contexte. Vous avez aussi le guide du conseil d'administration et du leadership. On l'a vu, le défi 50-30, à la base, se concentre sur la représentation, la diversité au sein des hautes directions et au sein des conseils d'administration. Et donc, dans cet outil, on met l'accent sur le pourquoi. C'est important d'avoir une direction, une gouvernance qui prend le tournant de l'EDI. Comment commencer à penser l'EDI en tant qu'organe de gouvernance, à quoi il faut faire attention encore une fois, c'est quoi l'argumentaire, puis c'est ça, ce sont plein de ressources qui viennent équiper votre conseil d'administration et votre leadership pour se positionner quand il s'agit d'équité, diversité et inclusion au sein de vos organisations. Vous avez aussi le guide pour soutenir le changement organisationnel. Donc, comme les autres, il renferme des ressources et des façons de faire pour accompagner. À quoi est-ce qu'on doit faire attention? C'est quoi nos outils? C'est quoi nos leviers en tant qu'organe décisionnel pour aborder l'EDI au sein de notre organisation? Je pense que je te relaisse la parole, Ingrid. C'est en résumé ce que vous retrouvez dans ces outils-là. Puis encore une fois, il ne faut pas avoir peur de les naviguer. Si jamais vous pensez à un besoin en particulier, que devrait faire mon conseil d'administration, que devrait faire ma direction, vous référez-vous au guide du conseil d'administration et du leadership. Il y a un résumé à chaque fois des outils et de à quoi sert cet outil, qu'est-ce que je vais pouvoir trouver dedans, et vous allez pouvoir naviguer. Ça va vous renvoyer à des sections pertinentes pour vos besoins. Voilà pour cette partie. Merci Michel. Je viens de vous mettre dans la conversation le lien vers la boîte à outils qui a été mise en place par le gouvernement. Ça se peut que votre organisation ait mis des pare-feux ou d'autres affaires dont je ne connais pas le nom qui vous empêchent d'y aller tout de suite. Donc n'hésitez pas à cliquer même si ça vous indique « Attention, ce site pourrait être méchant ». Donc, pour poursuivre, on a ciblé plusieurs outils. Ça va? J'entendais du bruit derrière. T'es figée, Ingrid. Je ne sais pas si c'est que pour moi, mais pour moi, t'es figée. Ok. Non. C'est bon. De mon côté, c'est bon. C'est juste moi. Est-ce que tu veux que je poursuive sur les outils essentiels ou est-ce que tu enchaînes? Je peux y aller. Ok. Ah non, c'est toi qui fais ça, pardon. Je m'excuse. C'est comme tu veux. Excusez-moi. Donc voilà. Je te redonne la parole dans quelques instants. Donc, les outils essentiels. Les outils que j'ai présentés précédemment, vous allez voir, ils se ressemblent beaucoup. Ils ont été lancés au même moment que le défi. Et par la suite, avec des partenaires comme l'IRIPI et d'autres au pays, d'autres outils sont venus s'ajouter au fur et à mesure qu'on accompagnait des signataires et qu'on ciblait leurs besoins. Donc, dans les outils sur lesquels je vais m'attarder un peu plus, il y a les 9 étapes essentielles pour lancer sa démarche en EDI, l'outil de diagnostic de la diversité pour évaluer en quelque sorte, poser un diagnostic avant de se lancer, puis la feuille de route pour, il faut que j'arrête avec les anglicismes là, mais pour se repérer sur la carte tout au long du cheminement. Donc les 9 étapes essentielles, son nom est assez parlant, c'est 9 étapes essentielles pour se lancer en EDI. Encore une fois, ce n'est pas du clé en main, ce n'est pas ancré dans la pierre, mais ça vous aide en fait à avoir une vision d'ensemble sur toutes les étapes par lesquelles vous allez devoir passer à un moment ou à un autre pour renforcer votre démarche en EDI.
Donc, encore une fois, comme son nom l'indique, ce sont 9 étapes, de 1 à 9. Et vous voyez là qu'on commence par 1, maîtriser les notions de base. Et en ce sens, ça communique avec les outils qui ont été créés à la base dans la trousse Défi 5030, ceux qui fonctionnent, puisqu'on va faire beaucoup de références à ce qu'on va trouver dans ces outils-là. Mais l'étape 1, c'est maîtriser les notions de base. Donc, c'est toutes les ressources qu'on retrouve dans la trousse Ceux qui fonctionnent. Ce sont des vidéos, ce sont des conseils pour savoir où et comment lancer la conversation et être solide sur l'argumentaire qui nous pousse à vouloir faire de l'EDI. Ensuite, il va y avoir l'étape évaluer pour savoir où est-ce que je dois aller et qu'est-ce que je dois faire. Je dois savoir déjà où je me trouve. Impliquer votre équipe, c'est une composante importante. Tout seul dans une organisation, on ne peut pas prétendre mettre les valeurs EDI au premier plan. Ça nécessite vraiment de mobiliser des équipes. Qui doit être mobilisé quand on lance une démarche et comment les mobiliser, déterminer ses objectifs, planifier, s'outiller, activer le plan d'action, mesurer la progression, parce que si on ne mesure pas les avancements, il peut y avoir 2 effets. Un, on ne sait pas forcément ce qu'on a réussi à bien faire ou non. Et 2, c'est démotiver si on a l'impression qu'on n'accomplit rien. Donc ça, c'est une étape aussi importante. Et pour finir par partager, donc l'étape 9, partager, être un ambassadeur en quelque sorte de l'EDI. Donc ça vous aide à savoir aussi où est-ce que vous en êtes et à nommer les actions que vous mettez en place. Un autre outil qui est essentiel, c'est l'outil de diagnostic de la diversité. Vous le voyez là, évaluer, savoir où on se trouve en EDI fait partie des étapes essentielles. C'est même la 2e étape, donc on peut pas forcément, on peut pas y couper. L'outil de diagnostic de la diversité, c'est un outil, encore une fois, qui a été développé par la suite parce qu'on sentait un vrai besoin des organisations de savoir où elles en étaient en matière d'EDI, ce qu'elles font de bien et ce qu'elles doivent améliorer. Et donc, ça a été développé par le Diversity Institute en collaboration avec la chaire en gouvernance et diversité de l'Université de Montréal. Ça a été vraiment pensé avec le défi en tête. Et en fait, cet outil-là, il vous permet d'évaluer, même si je sais qu'on n'aime pas ce mot, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise note, mais d'évaluer ce que vous faites dans 6 dimensions. On a identifié 6 dimensions et on le verra un peu plus loin dans la mise en situation. Mais notamment, on va regarder en termes de gouvernance et de leadership, qu'est-ce que fait votre organisation en EDI, en termes de pratiques RH, en termes de mesures et de suivi de l'EDI et aussi en termes de culture. J'en dis pas plus sur cet outil parce qu'on va le voir vraiment dans la mise en situation, comment s'en servir. Et ensuite, vous avez la feuille de route. La feuille de route, c'est un outil vraiment de base qui vous permet en fait de cheminer, de noter les décisions qui sont prises, les objectifs qui sont donnés et d'avoir un échéancier. Quels sont mes objectifs à court, moyen et long terme? Dans laquelle de ces dimensions où on retrouve l'EDI, je vais d'abord commencer à travailler. Et si vous faites bien attention, on voit que tout se tient. On a une cartographie de ce qu'on doit faire en termes d'action pour avancer en EDI. On a les premières actions à poser, on a l'outil de diagnostic et on a de quoi répertorier tout cet avancement et noter les objectifs, les actions à mettre en place. Je te redonne la parole, Ingrid, sur tous les beaux outils qu'on a encore créés. Merci. Ce qui est à savoir aussi, et que je ne vous ai pas dit en vous présentant le défi 50-30, c'est qu'on peut croire que le défi 50-30 est vraiment à viser des très grosses organisations, des grosses institutions, des grosses entreprises, ce qui n'est pas forcément le cas. Il y avait vraiment une volonté aussi du gouvernement à la base d'outiller et de donner accès aux organisations qui n'ont pas forcément les moyens de se faire accompagner en EDI, donc qui n'ont pas forcément les moyens d'embaucher une personne conseillère en EDI, qui n'ont pas forcément les moyens d'avoir toute une équipe, comme on peut voir parfois dans les grosses institutions. Donc, on a développé avec UREL la trousse à outils pour les PME qui n'est pas utilisable que pour des PME, mais qui pourrait s'élargir à plein d'autres organisations, dans laquelle on a développé un guide du langage inclusif
qui vise, je vais juste vous les mettre là, il ressemble à ça, je vous mettrai, tous les liens sont dans le PowerPoint, puis je sais que Marie-Pierre aussi a reçu tous les liens, ils devraient être sur le site, je pense, quelque part, vous me le direz, mais je vous les rajouterai aussi après, je peux juste pas parler et faire ça en même temps, ça ne marche pas. Donc, le guide sur le langage inclusif, c'est un guide qu'on voulait à la fois retracer plusieurs, en fait, expliquer comment on peut faire de la communication. Quand on parle de communication dans une organisation, c'est aussi l'image, c'est aussi la communication à l'externe, donc votre site internet, les différentes publicités que vous pourriez avoir sur les médias sociaux, mais aussi une communication inclusive à l'interne et une rédaction inclusive. Donc, tout l'usage de l'écriture épicène, de l'écriture inclusive qui n'est pas toujours innée pour tout le monde. Ça prend un petit temps d'adaptation, mais je vous assure qu'une fois qu'on s'est lancé dans l'écriture inclusive, c'est très difficile de revenir à une écriture qui est expressément masculine. Donc, en tout cas, c'est à tester, mais je vous invite vraiment à regarder ce guide-là. On a le guide du processus de recrutement et de l'accueil inclusif qui, comme son nom l'indique, donne plusieurs étapes de recrutement et comment on peut mettre en place un recrutement, donc aller sélectionner les différentes candidatures, mais aussi rédiger une offre d'emploi, diffuser nos offres d'emploi de manière inclusive aussi, puis donc toutes ces étapes-là jusqu'à l'accueil des personnes dans notre organisation. Donc, l'accueil inclusif, c'est aussi un moment important, une étape qu'il ne faudra pas manquer. Oui, Michel? Oui, pardon, je me permets Oui, bien sûr. t'interrompre. Vas-y. Pour préciser quelque chose, c'est vrai que ça a l'air répétitif par rapport à la trousse à outils du défi 50-30, mais les défis que vous avez, les outils que vous avez développés sont beaucoup plus, encore un anglicisme, hands-on, c'est beaucoup plus terrain, c'est beaucoup plus mise en pratique, ouais, c'est beaucoup plus clé en main. Et en fait, ce sont des gabarits aussi que vous pouvez modifier en fonction de là où veut aller votre organisation. Juste petite précision. Merci. C'est ça, ils se voulaient un peu plus pratique pour les organisations qui n'ont pas forcément le temps de lire les 50 à 60 pages dont parlait Michel plus tôt. Donc oui, on a réduit ça sur normalement moins d'une dizaine de pages pour les guides, puis les gabarits sont plus courts aussi. Le guide d'une entrevue inclusive, c'est aussi, ça donne donc des grands principes, comme c'est indiqué. Pour préparer une entrevue inclusive, entre autres, on prépare toute une grille de questions, on prépare aussi notre grille d'évaluation. Plus c'est standardisé, même si les personnes ne sont pas standardisées, celles qu'on va recevoir devant nous, plus ça va éviter aussi dans l'évaluation des candidatures et des personnes qu'on reçoit en entrevue d'y inclure nos biais. Donc, on veut éviter le plus possible nos biais inconscients dans les entrevues et mettre en place une démarche d'entrevue inclusive, ça nous permet aussi d'éviter le plus possible ces biais-là. Il y en aura toujours, mais au moins on travaille pour les éviter. Donc, dans le guide d'une entrevue inclusive, il y a aussi des gabarits, des propositions de questions que vous pouvez placer, puis également une grille d'évaluation qui vous est proposée. C'est pas le bon bouton. Il y a un gabarit aussi de politique EDI. Donc, pour les organisations qui veulent se doter d'une politique EDI, on retrouve les grandes thématiques habituelles des politiques, spécifiquement bien sûr en EDI. Puis après, c'est à chaque organisme de se doter de l'adapter à son propre contexte, à sa propre réalité, puis en fonction aussi des orientations que vous vous donnez. Puis enfin, on a un gabarit d'une offre d'emploi inclusive, donc dans laquelle est indiqué aussi le pourquoi, du comment, donc autant dans l'intitulé du poste, comment on écrit, comment on détermine un poste de manière inclusive aussi, donc plutôt que de dire que vous cherchez
une conseillère en EDI, par exemple, ça pourrait être une personne conseillère en EDI, on sera déjà beaucoup moins genré, et puis ça ouvrira les portes à un peu plus de monde. Dans le qualificatif du poste, dans le qualificatif des tâches aussi, donc dans la description de l'emploi, mais dans les compétences et les exigences reliées au poste. Donc, il y a plusieurs propositions qui sont faites pour éviter des travers qu'on voit souvent dans les offres d'emploi et dont j'ai pas le temps de vous parler en détail, mais si vous avez des questions à la fin et qu'on a un petit peu de temps, n'hésitez pas à nous les poser. On repasse, non, à moi toujours. Donc c'est ça, comme vous le disait Michel, on a travaillé toute l'année sur plusieurs outils que les organisations qui étaient inscrites au défi indiquaient comme besoin au pôle de service. Donc Michel a travaillé à Marie-Victorin, au Cégep Marie-Victorin qui était un pôle de service pour le défi 50-30. Puis les organisations avec lesquelles elle travaillait parfois disaient nous on aurait besoin de tel outil ou tel autre. Donc, et puis ça, c'est à travers le Canada, donc en fonction des différents collèges qui travaillaient ensemble. Il y a un document qui s'appelle « Déboulonner les mythes sur l'EDI » qui est paru il n'y a pas longtemps et que je trouve super intéressant à lire parce que en ce moment, l'EDI est très controversé, vous l'entendez certainement, et avec raison aussi, c'est important de remettre en question le pourquoi on le fait, mais justement, je pense que déboulonner les mythes sur l'EDI permet aussi de comprendre pourquoi ça reste important de faire de l'EDI, mais comment on évite de faire de l'EDI de manière instrumentalisée. On a un guide aussi pour construire un plan d'action en EDI. Donc, souvent, ça revient dans les questionnements. Bon, oui, OK, alors j'ai fait mon diagnostic, j'ai une politique EDI, on commence à avoir des processus RH un peu plus inclusifs. Qu'est-ce qu'on fait? On en est au plan d'action. Comment on fait ça, un plan d'action en EDI? Qu'est-ce que ça nous prend? Par où on commence? Donc, ce guide-là vous permet de voir un petit peu les différentes étapes pour penser la construction de ce plan d'action. Puis qu'est-ce qu'on devrait y retrouver? On a un guide aussi pour construire un sondage en EDI. Donc souvent, avant de faire un plan d'action, dans le cadre d'un diagnostic, en tout cas, des organisations choisissent de faire des sondages sur la perception de l'inclusion dans leur organisation, du bien-être, du sentiment d'appartenance des personnes et principalement des personnes des différents groupes en quête d'équité. Un sondage, ça se fait pas comme ça sur le fly. Ça prend aussi une démarche qui s'apparente à une démarche scientifique, en fait, qui est quand même très rigoureuse, puis qui se questionne aussi sur les raisons de pourquoi on le fait, comment nos questions sont le moins biaisées possible. Donc, il y a plein de choses auxquelles il faut penser. On est régi par des politiques sur les renseignements personnels. Donc, c'est important d'en prendre compte aussi quand on fait des sondages. Puis, de la même manière, on aspire à avoir une certaine éthique quand on fait des sondages. Donc, confidentialité, anonymat. Je ne vous cacherai pas, quand on est une toute petite organisation de 10 personnes, c'est compliqué d'assurer l'anonymat et la confidentialité des propos des personnes. Donc, il faut se doter aussi de toute cette réflexion-là pour mettre en place un sondage en EDI. On a différentes fiches conseils et listes de contrôle, plus pour l'organisation d'événements respectueux des principes d'EDI. Donc, la liste contrôle vous permet d'avoir vraiment, est-ce que j'ai pensé à tout? De cocher les cases. La fiche conseil vous permet de voir un petit peu plus à quoi je devrais penser, puis pourquoi. Donc, elle est un peu plus détaillée. On travaille aussi en partenariat avec le RICEDI à l'adaptation du guide Divado que vous avez peut-être déjà vu, le guide sur les biais inconscients dans le processus d'emploi. Je vais juste regarder l'heure pour m'assurer que tout va bien. Donc, ce guide-là avait été développé dans le cadre universitaire. On était vraiment plus dans un milieu académique. Puis là, on essaye de sortir de la recherche pour le recentrer sur le processus d'emploi. Quels biais on peut observer dans les processus d'emploi, puis surtout comment on peut éviter ces biais-là. On a aussi tout un guide du processus d'embauche complet et transversal. Le nom est vraiment
pas beau, mais on n'a rien trouvé de mieux pour l'instant qui explique vraiment que ce guide-là, en fait, donne toutes les étapes. Donc, il va un petit peu plus loin que ce qu'on peut retrouver dans la boîte à outils du gouvernement, où il y a 5 étapes, je pense, dans le recrutement. Là, c'est fracturé, c'est pas ça que je cherche comme mot, mais c'est ça qui vient, en 13 étapes différentes. Puis là, il y a un peu plus de détails aussi sur comment on met en place ces 13 étapes. Il y a des références vers d'autres outils pour chacune de ces étapes-là. Donc, ça s'en vient. Ça, c'est quelques-uns des outils sur lesquels on a travaillé cette année. Il y en a d'autres qui sont sur le micro-site du défi 50-30 qui est mis en place par Collège et Institut Canada. Diversity Institute en a créé aussi d'autres dont Michel va vous parler, je pense. On n'a pas mis la spécification accessible au public ici. Hein. D'accord, je vais vous en parler tout de suite. Donc, c'est ça, Diversity Institute a aussi mis en place ce qu'ils appellent une spécification accessible au public. C'était pareil, c'est un gros nom pour dire qu'en fait, c'est tout un document dans lequel on retrouve les définitions qui sont des termes qui sont utilisés dans le cadre du défi 50-30. Par exemple, les groupes en quête d'équité, puis pour chacun des groupes, qu'est-ce qu'on entend par ces noms-là et pourquoi on a choisi ces noms, parce que de la même manière, il y a des controverses sur différents termes comme personnes racisées. Donc, c'est aussi, ça a été construit vraiment en réflexion avec différents groupes concernés, avec des personnes aussi concernées, des personnes qui travaillent sur les sujets. Et dans cette spécification accessible au public, vous retrouvez aussi des indicateurs dans les 6 dimensions que Michel vous nommait plus tôt. Et ça aide vraiment en fait à se doter d'objectifs. Donc, c'est l'intérêt de cette spécification accessible au public que je pense avoir envoyée à Marie-Pierre. Si ce n'est pas le cas, je te l'enverrai. Donc voilà, c'est sûr, ça c'est les outils qui sont créés dans le cadre du défi 50-30. On s'entend qu'en EDI, à l'heure actuelle, si vous allez sur Internet au niveau anglophone, on en retrouve plein, on retrouve plein de vidéos aussi. Donc, on vous présente ceux qu'on connaît bien parce qu'on a travaillé dessus toute cette année. Il y en a plein d'autres aussi. Si vous avez besoin de quelque chose en particulier que vous ne trouvez pas dans le défi 50-30, c'est ça. En tout cas, de notre côté, à l'IRIPI, on reste disponible toute l'année prochaine. Vous pouvez nous envoyer un petit courriel pour qu'on vous aide là-dessus. Michel, tu as presque 30 minutes pour cheminons ensemble. Ouais, non, je pense que ce sera un 15 minutes, puis on va essayer de rendre ça interactif, mais juste pour, encore un autre anglicisme, pour wrap up ce que tu viens de dire sur les outils. Ça paraît beaucoup, puis parfois ça va peut-être aussi vous paraître pas assez, mais en fait, j'ai été aussi conseillère en EDI dans une organisation, donc je sais que parfois on ne sait pas par quel bout le prendre. Puis il y a une myriade d'informations disponibles sur le net, puis on ne sait pas par où commencer. Là, ce qu'a mis de l'avant Ingrid, c'est que c'est des outils qui ont été pensés et qui sont, entre guillemets, validés aussi bien par la sphère professionnelle que le gouvernement, que certains et certaines chercheuses qui ont travaillé là-dessus. Donc, il y aura forcément de l'information et un outil utile pour vous là-dedans. Certains sont très génériques et d'autres plus approfondis. N'hésitez vraiment pas à piocher. On a compté jusqu'à 2200, 2600 signataires du défi et beaucoup de signataires qu'on a accompagnés. Et ça a été pensé vraiment en se basant sur les besoins concrets des organisations. Donc, les défis que vous vivez, les besoins que vous avez, vous n'êtes pas seul à les avoir. Et par chance, probablement, beaucoup d'entre eux ont été répertoriés et ont servi de base au travail qui a été effectué. Donc, j'espère vraiment que dans tous les outils qu'on vous a présentés ici et ceux qui ont été transmis à la CQCM, vous pourrez trouver, je suis persuadée que vous pourrez trouver, entre guillemets, votre bonheur. Puis, et maintenant, je me permets juste, excuse-moi, oui. Parce que je regardais un peu les noms des participants, puis il y a plusieurs personnes de la coop Largo. Les outils ont été traduits en anglais et en français, donc soit ceux qui ont été faits par Sheridan College ont été traduits en français par la coop, et inversement aussi. Donc, on a eu une grosse collaboration avec l'équipe de la coop Largo. Petit clin d'œil à vous. Clin d'œil passé.
Ok. Dans cette dernière section de notre rencontre d'aujourd'hui, on va se mettre, donc, comme je disais, dans les bottes d'une organisation qui veut se lancer en EDI. Puis Ingrid, tu peux passer Oui, à pardon. la slide suivante. On va prendre le temps de la lire ensemble. Et en fait, avant de dérouler les slides, je vais vous laisser aussi collectivement donner des propositions sur par où on commence et voir si vous avez déjà en tête les quelques outils qu'on vient de présenter. Donc, cheminons ensemble. Vous êtes une société d'assurance comptant 267 employés au Québec. Vous noterez ici que je n'ai pas été inclusive dans mon écriture. Et le chiffre n'a pas vraiment une grosse incidence sur la situation. Mais vous comptez donc 267 employés au Québec. Après une formation en leadership authentique, votre directrice des opérations, Clarisse, pense qu'il est nécessaire pour votre organisation d'implanter l'EDI, l'équité, diversité et inclusion, intentionnellement de votre organisation. Elle a le sentiment que votre organisation a ses valeurs dans son ADN et qu'il suffit de consolider tout ce qui existe déjà au sein de votre entreprise pour que cela se reflète. S'il y a des organisations qui pensent être dans ce cas-là, n'hésitez pas à lever la main si vous vous reconnaissez dans la situation qui est proposée ici. Clarisse convainc donc la direction générale de devenir signataire du défi 50-30. Et maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que, à partir de là, quelqu'un veut nous proposer une proposition de c'est quoi la prochaine étape pour l'organisation qui est devenue signataire du défi 50-30? Vous pouvez y aller en débarrant votre micro ou dans le chat. On pourra prendre les propositions de démarrage. Qu'est-ce qu'on fait à cette étape? Soyez pas timide, on se connaît depuis 37 minutes maintenant. Dans le chat, quelqu'un veut prendre la parole? Est-ce que s'il y a des signataires, par quoi est-ce que vous avez commencé? On va voir la boîte à outils. Joanne indique. On va voir la boîte à outils. D'accord, ok. C'est une bonne idée, ouais, c'est une bonne idée. Autre proposition? Qu'est-ce qu'on regarde dans la boîte à outils? Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on choisit dans la boîte à outils? Bon, je peux peut-être me risquer. Merci. Donc, bonjour tout le monde. Rodrigo chez Solio. Donc, j'ai vu qu'il y avait les 9 étapes essentielles pour démarrer justement des pratiques inclusives, là, démarrer justement une initiative EDI. Donc, je pense que ce serait une bonne chose de sortir puis de commencer tranquillement là, à s'éduquer, à se former sur l'EDI. Donc, je pense que ce serait déjà une bonne chose. Donc, la première étape, on disait, c'est maîtriser les notions de base. Là, et ainsi de suite. Bravo. Déjà, on a retenu ce qu'il y avait dans l'outil et vous allez voir que moi, j'ai proposé autre chose, mais c'est quand même une bonne idée. Et c'est pour dire aussi qu'il y a ce qui est recommandé, puis finalement, il y a des étapes qui se suivent et qui ne peuvent pas être faites autrement, mais on peut aussi passer par d'autres étapes. Mais merci beaucoup, Rodrigo, pour la proposition. Elle est complètement valable. Ingrid, si tu passes… Ah oui, on a une proposition. Oui, bonjour, Diego Calacci de Socodevi. Je dirais que ça prend souvent des porteurs de chapeau là, pour développer une approche institutionnelle. Donc, quand il y a eu quand ça a été autorisé, disons, de se pencher au niveau institutionnel sur les questions EDI, qu'on veut aller de l'avant avec ça, je pense que ça prend assez rapidement un comité qui va se pencher sur l'EDI puis qui va être en charge de conseiller le reste de l'organisation sur les orientations que l'approche EDI va prendre, la formulation de la politique, puis tout ce qui s'ensuit, en fait. Là. Merci beaucoup, Diego, pour la proposition. Encore une fois, complètement valable. Et en fait, en fonction des organisations, on a déjà plus ou moins des ambassadeurs, on a déjà plus ou moins des alliés où on porte seul. La personne qui veut lancer la démarche, elle a le pouvoir ou elle ne l'a pas. Donc, dépendamment des organisations, le circuit, les premiers pas
en tout cas, vont pouvoir prendre différentes formes. Moi, là, ce que je vous propose dans la mise en situation, c'est cela, diagnostiquer la gestion de la diversité et le niveau d'inclusion au sein de votre organisation. En fait, Clarisse, elle est directrice des opérations, donc on peut estimer qu'elle a un certain pouvoir, une certaine influence. Et si elle n'avait pas d'influence, elle pourrait avoir des alliés qui portent le message. Donc, elle convoque une réunion de travail avec les membres du comité exécutif pour répondre collégialement aux 60 questions de l'ODD, donc l'outil de diagnostic de la diversité, qui couvre, comme je le disais un peu plus tôt, le leadership. Qu'est-ce qu'on fait en termes de DI au niveau du leadership et de la gouvernance, du recrutement et de la sélection et de la promotion des employés, au niveau des valeurs et des cultures, est-ce qu'on retrouve le DI? Mesure et suivi de l'équité, de la diversité, de l'inclusion, qu'est-ce qui est fait ou pas encore? Équité, diversité à travers la chaîne de valeur, est-ce qu'on, dans notre façon de délivrer un service ou un produit, on prend en compte l'EDI? Et dans nos partenariats, que ce soit aussi bien avec des fournisseurs que d'autres types de partenariats, est-ce qu'on prend en compte l'EDI? Et donc, en fait, quand vous allez remplir déjà, c'est un outil avec 60 questions. On vous demande de le faire collégialement parce que des fois, on a une personne dans une organisation, n'a pas forcément toutes les réponses. Et c'est pour ça que c'est important de le faire à un certain niveau. Si je suis un employé sans contact direct avec la direction, il se peut que je n'ai pas accès au chiffre d'affaires, que je n'ai pas accès à certaines informations qui font partie des 60 questions. Et donc, à la fin, quand vous allez remplir ce document qu'on vous recommande vraiment de faire collégialement, vous allez avoir un visuel de où vous êtes en termes d'EDI. Alors, encore une fois, c'est un outil, ce n'est pas une science absolue, mais en se basant sur les meilleures pratiques qu'on a pu observer au Québec et ailleurs, on a pu établir une liste de bonnes pratiques et donc certains niveaux de pratiques en EDI vers lesquels on va souhaiter tendre. Et en fait, vous obtenez donc un espèce de visuel comme ça qui vous dit sur 5 où se situe votre organisation. Pour les personnes qui aiment les outils, c'est fantastique, c'est très pratique, c'est visuel. Pour les autres, oui, c'est critiquable, absolument, mais ça donne quand même une visibilité d'ensemble, un point de départ. À noter aussi que l'outil a été, il y a eu une première version, il a été justement expérimenté par plusieurs organisations et puis il a été réajusté en donnant la possibilité de choisir dans quel type d'organisation on travaille. Donc, est-ce que c'est une organisation avec un conseil d'administration ou pas? C'est quoi la taille de l'organisation aussi? Donc, ça a été un peu plus, c'est un peu plus adapté en fonction de ces différentes caractéristiques-là, le domaine aussi. Donc, je pense que les questions sont légèrement différentes en fonction de est-ce qu'on est une très, très grosse entreprise versus est-ce qu'on est une OBNL de 40 personnes. Oui. Puis, vous allez voir aussi que c'est beaucoup, est-ce que vous avez tel outil, est-ce que vous faites telle et telle chose? Beaucoup d'entreprises, et c'est pour ça que j'ai fait exprès de le mettre dans la mise en situation, se disent, mais oui, nous, on est hyper inclusif, hyper ouvert, on a toutes les pratiques. Puis là, quand vous allez répondre à ce formulaire, il se peut que vous vous rendiez compte qu'en termes de culture et de pratique, vous n'avez pas de très bonnes notes, mais c'est tout simplement parce que c'est basé aussi sur des structures, des documents que les grandes entreprises peuvent se permettre d'avoir et de mettre en place, et qui n'est pas forcément la réalité pour de plus petites organisations qui ont moins de ressources, aussi bien financières qu'humaines. Mais quand même. Si on passe à la suivante, vous aviez proposé tout à l'heure justement prendre l'outil, les 9 étapes essentielles, c'est une bonne idée. Là, Clarisse a réussi à faire remplir collégialement l'outil. On peut avoir les forces et les faiblesses, il va falloir les présenter, il va falloir les diffuser, mais entre-temps aussi, tout n'est pas linéaire, on peut mener plusieurs actions en parallèle. Et donc, pour savoir, en attendant de partager les résultats, par quoi on commence, Clarisse s'arrête à la première étape 1. Elle émet l'idée donc à sa collègue des RH d'insérer dans le programme de développement professionnel des temps de discussion autour de la diversité et de l'inclusion, des formations en leadership inclusif, parce qu'aujourd'hui on en trouve, des formations en leadership qui incitent les gestionnaires, les leaders à faire plus attention à chaque membre de leur équipe et à proposer des pratiques qui vont vraiment essayer d'être inclusives. Elle propose aussi d'insérer des formations contre le harcèlement et sur le respect en milieu professionnel.
Tout à l'heure, Ingrid, tu disais, l'EDI aujourd'hui est beaucoup critiqué, mais c'est parce que l'EDI, c'est une étiquette. En fait, il faut rappeler que ce sont avant tout des valeurs qui se retrouvent dans différentes pratiques qui existaient déjà avant ou qu'on essaye plus de pousser. Les formations contre le harcèlement et sur le respect en milieu professionnel, ça va déjà couvrir des choses comme les micro-agressions, comme les discriminations en emploi, peuvent être considérées, poussées à un certain niveau, comme du harcèlement. Donc, en fait, pousser pour que ces choses qui sont déjà faites soient faites plus régulièrement ou d'une meilleure manière, c'est déjà en quelque sorte faire de l'EDI. Donc ça, c'est la petite porte d'entrée pour pousser tout le monde à maîtriser les notions de base et à commencer à lancer la conversation. Clarisse, elle propose à la personne DRH de distiller un petit peu de l'EDI déjà dans les formations. Si on passe à l'étape suivante. Non, en arrière. Oui, non, c'était ça. Non, impliquer les équipes. Je ne sais plus, je pense que c'est Diego tout à l'heure qui l'a dit. Il faut savoir qui est-ce qu'on implique. Et déjà, il faut impliquer des gens. Donc, suite au diagnostic qui est effectué grâce à l'ODD, Clarisse parvient à mettre l'EDI et le défi 50-30 à l'ordre du jour lors de la prochaine rencontre de direction. Pour 1, partager les résultats de l'ODD et susciter de l'intérêt. 2, obtenir l'attention et l'intérêt de la direction, fédérer et agir collectivement. Tout à l'heure, on a eu une proposition, c'est souvent pour savoir ce qu'on fait et comment on le fait. Oui, c'est important de savoir où on est et quelle direction on devrait prendre, mais ça prend un comité qui se penche sur ces questions-là. Et porter cette discussion au niveau de la direction, ça permet aussi d'avoir, entre guillemets, l'aval, le buy-in de la direction pour créer ce comité et sur les questions d'EDI. L'EDI, ça touche tout le monde dans l'organisation, donc il faut savoir qui est-ce qu'on implique et pourquoi on les implique. Tout le monde ne va pas pouvoir avoir directement la parole, mais on veut s'assurer que tout le monde soit représenté quand on va prendre des décisions. Agir donc de façon stratégique et agir de façon organisée et stratégique. En se basant sur les résultats du diagnostic de l'ODD, une équipe projet est constituée. Ça peut s'appeler une équipe projet, ça peut s'appeler un comité. Vous allez trouver ça dans la littérature, vous l'appelez comme vous voulez. Le but étant de lancer la démarche en EDI. Clarisse est donc désignée chef de projet par le directeur général qui engage sa responsabilité dans la réussite de cette démarche. Pourquoi je tiens à mettre cette phrase-là? C'est parce qu'on a eu beaucoup de gens aussi qui ont signé le défi, mais qui n'avaient pas forcément l'appui et le soutien de la direction. Donc, on va pouvoir vous donner toutes les bonnes pratiques et toutes les bonnes informations s'il n'y a pas, à un moment, une volonté qui vient du sommet ou en tout cas d'une masse critique dans l'organisation. Ça va être difficile de le mettre, d'effectivement lancer une démarche en EDI. Donc, Clarisse a réussi à porter le dossier, elle a réussi à mobiliser, à avoir de l'appui. Et donc, il y a une personne responsable de l'avancement ou de l'échec de cette démarche-là. Clarisse, elle, est responsable de lancer et de coordonner les premières rencontres de travail avec les parties prenantes clés des dimensions dans lesquelles les résultats de l'ODD étaient les plus faibles. En fait, le diagnostic, il a permis, entre guillemets, de dire là où on avait vraiment des faiblesses, là où on était le plus fort. Et une fois que vous avez cette visibilité, soit vous décidez de renforcer vos forces, soit vous décidez aussi de combler le gap entre les pratiques dans lesquelles vous êtes les moins forts. Ça, c'est une discussion à avoir aussi collégialement. Mais c'est sûr, ça va être important dans ce comité-là, en tout cas, d'impliquer les personnes. Si c'est au niveau du leadership qu'on a des lacunes, important d'avoir quelqu'un du leadership. Si c'est au niveau de la culture ou des pratiques RH, on va avoir quelqu'un des RH. On va vouloir aussi avoir une représentation des employés qui ne sont pas forcément en position décisionnelle. Donc, cet outil, non seulement il va pouvoir vous montrer où vous en êtes, mais aussi vous allez pouvoir prendre une décision sur dans quelle direction vous voulez plus travailler et par la suite mobiliser les personnes directement concernées par ces priorités.
Non, reste sur cette page. Justement, maintenant qu'on a décidé, on a une équipe, on a les résultats de l'ODD, qu'est-ce qu'on fait? Quel outil est-ce qu'on peut utiliser, selon vous, maintenant qu'on a l'équipe, on a les priorités? Je me réfère à quoi? Est-ce que tout le monde m'a suivi? Je crois que j'ai mon équipe, j'ai réussi à impliquer des gens. Parmi tout ce qu'on vous a présenté, qu'est-ce qui vous piochez quoi, si vous vous souvenez? Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. On a tous un avis. Hein? Il y a Gwen qui dit établir un plan d'action avec le guide. Et Odette aussi. Oui, c'est plus ou moins ça, mais oui, c'est ça. Ingrid, est-ce que tu peux passer donc à la slide? En fait, encore une fois, agir de façon organisée et stratégique. Là, on va faire appel, par exemple, à la feuille de route où on vous propose en fait de définir en fonction de des dimensions qu'on a déjà vues. Parfois, on les divise en 4, parfois en 5, parfois en 6, mais c'est toujours ça. C'est dans leadership, culture valeur, pratique RH. Chaîne de valeur et mesurer. En fait, vous allez pouvoir piocher dans ces 6 dimensions et dire, noter sur papier, qu'est-ce que vous voulez accomplir à court, moyen ou long terme. Pouvoir aussi renseigner les personnes, entre guillemets, responsables de ces dossiers-là et avoir un échéancier, justement, de ces actions à poser. Et à revoir. Ingrid, tu as parlé de la spécification qui va avec l'outil de diagnostic. Dans cette spécification-là aussi, il y a des exemples d'indicateurs de performance qui peuvent être intéressants. Et c'est là que vous pouvez aussi les renseigner dans ce document. On vous propose ce document, vous pouvez créer les vôtres, mais en tout cas, ça vous aide à avoir en tête un gabarit des choses auxquelles vous devez faire attention quand vous allez vouloir vous organiser, coucher sur papier les actions et les priorités à mettre en place. Et finalement, la feuille de route, c'est une façon de faire un plan d'action. Dans l'outil construire un plan d'action, vous allez avoir une autre manière qui vous est proposée, qui est peut-être un peu plus institutionnel, je dirais, là, donc avec des tableaux, puis objectifs, actions, échéanciers, personnes responsables. Mais l'objectif elle-même, c'est déterminer des objectifs, des actions, un échéancier, puis les mettre en œuvre. Bonne remarque, Ingrid. Le défi, il a grandi au fur et à mesure qu'il a avancé aussi. Et les outils qui ont été développés, finalement, parfois on a creusé, parfois on a été plus macro. Et ce qui est bien, c'est que dans la panoplie de ce qui vous est proposé, vous devriez, indépendamment de quel type d'organisation vous êtes, trouver votre bonheur et même les adapter à vos besoins. Voilà, j'ai fini. Merci, Ingrid. Voilà, j'ai mis une mauvaise adresse dans les questions. Donc, si jamais vous avez des questions relatives aux outils, au défi 50-30, vous pouvez écrire, je vous mets mon adresse dans le chat, ça va être vraiment plus simple. Donc, n'hésitez pas, si le chat veut bien l'envoyer. Ça arrive. Si vous souhaitez vous inscrire, ce n'est jamais une obligation. Bien sûr, il y a le lien aussi qui est là sur le PowerPoint, en sachant que l'inscription ne vous oblige à rien, en fait. C'est un engagement des organisations envers l'inclusion dans les milieux de travail, mais c'est ça, c'est pas une obligation de reddition de compte quelconque, d'atteindre les objectifs aussi du 50-30 ou autre. Mais ça peut servir aussi à lancer l'impulsion, à marquer un début, en fait. C'est quick win. C'est ça. Ça peut vous servir surtout à avoir de l'accompagnement si vous le souhaitez, parce que c'est surtout l'intérêt, je vous dirais, du défi 50-30 à l'heure actuelle, c'est que
l'accompagnement à l'utilisation des outils, l'accompagnement à la mise en place d'une démarche EDI dans votre organisation est actuellement gratuite quand on est inscrit au défi 50-30. Je dirais que c'est essentiellement l'avantage, parce qu'après, vous pouvez afficher sur vos réseaux sociaux, sur vos sites Internet, mais encore une fois, ça prend qu'il y ait les actions derrière et pas seulement l'image de on est inscrit au défi 50-30. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions, réactions, commentaires, besoins? On a fait ça dans un temps record. Diego? Oui, merci beaucoup pour la présentation. Je suis curieux là, parce que nous chez Socodévi, on travaille avec des équipes pays qui se situent à l'international, là, principalement en Afrique, mais aussi en Amérique latine, en Europe de l'Est. Donc, puis on voit qu'il y a quand même des spécificités culturelles là, qui peuvent influencer, disons, comment on va diffuser les messages puis mettre en place une approche d'EDI. Donc, je voulais savoir si par hasard vous aviez déjà abordé la question peut-être dans un outil ou dans une boîte à outils ou d'une façon quelconque là, pour avoir peut-être des pistes de solutions sur comment aborder ça dans un contexte interculturel, parce que nous, on a déjà un comité en EDI au sein de l'organisation qui travaille, disons, à mettre en place des outils pour le siège social. Mais évidemment, on veut l'institutionnaliser au sens plus large, puis éventuellement élargir cette politique EDI à l'ensemble de nos bureaux pays. Donc, c'est sûr qu'on est toujours preneur là, de pistes, de solutions là, qui peuvent nous aider à faire ça. De mon côté, j'aurais envie de vous dire, il faudrait qu'on prenne le temps d'y réfléchir, parce que sincèrement, c'est pas une question qu'on peut, en tout cas moi, j'y répondrai pas de but en blanc. Il n'y a pas de réponse toute faite selon moi, parce que ça prend vraiment de réfléchir à chaque dimension d'une démarche d'équité, diversité, d'inclusion, puis à bien connaître aussi les contextes des différents pays. C'est au-delà des cultures, c'est le contexte aussi du pays dans lequel on met en place. Donc, trouver quelque chose qui soit transversal à l'ensemble des pays dans lesquels se retrouve l'organisme, c'est un beau défi. C'est pas impossible, je pense, mais c'est un beau défi. Mais en fait, c'est un peu aussi contextuel. C'est sûr que ce que vous allez trouver actuellement dans les outils du défi, c'est très centré sur la réalité canadienne et québécoise quand on a pu localiser les outils. Mais je dirais que la démarche de base, elle est la même. On n'impose pas, on se renseigne, on fait collectivement. Puis ça, c'est la moelle en fait qu'il faut extraire de tous ces outils et d'une démarche EDI. On consulte, on regarde où on est, on n'impose pas et on essaye de faire avec les gens. Donc, dépendamment, même j'ai envie de dire, ça va être votre politique, mettons EDI, votre démarche EDI sur l'ensemble de votre organisation qui est dans différents pays, dans différents espaces. Elle aura peut-être un tronc commun, mais elle sera tentaculaire et elle va devoir aussi s'adapter, se déployer en fonction des diverses zones. C'est une réalité de base sur laquelle on peut s'avancer, je pense. Et ensuite, il va falloir faire le travail progressivement pour chaque zone. Merci beaucoup pour vos recommandations. Il reste 1 minute. Je pense qu'on a le droit à une dernière petite question. Soda. Et bonjour. Oh. Bonjour. Ah, oui. On n'entend pas votre micro. Oui. Ah, bonjour, vous m'entendez? Oui, là, on vous entend. Oui, désolée. Donc, je disais merci pour la présentation, c'était super intéressant. J'ai posé une question dans le chat, je ne sais pas si vous l'avez vu, mais je voulais juste savoir, est-ce qu'on aura accès à la présentation et puis à l'enregistrement, s'il vous plaît?
Il n'y a aucun souci pour le partage. Je dois avouer que c'est mon erreur à moi de ne pas avoir annoncé l'enregistrement dès le départ. Donc, si jamais vous aviez des objections, peut-être juste me les mentionner, mais si tout le monde est d'accord, il n'y aura aucun souci là, pour partager l'information. Merci. Marie-Pierre, juste penser à modifier l'adresse contact dans le PowerPoint, s'il te plaît. Oui, tout à fait. Merci. Et on va éditer aussi l'enregistrement pour que vous ayez la version la plus courte et parfaite. Donc, est-ce qu'il y avait d'autres questions? Parce qu'il est 13 heures. En fait, ce que je vais faire, c'est vous inviter à communiquer avec moi ou avec Ingrid ou avec Michel. Vous avez nos adresses courriel là, pour toute autre question. Je vous invite aussi à être à l'affût de nos publications CQCM parce que c'est un premier webinaire, mais assurément, il y aura d'autres moments de discussion, d'autres espaces d'échange qui seront offerts là, dans les prochains mois. La conversation est lancée dans le mouvement Coop, puis on est bien heureux de votre participation. Puis merci infiniment à Ingrid, merci Michel, merci à tout le monde d'avoir cliqué sur se joindre ce midi et je vous souhaite un bel après-midi. Bon après-midi tout le monde. Merci beaucoup tout le monde. Merci beaucoup, au revoir. Bonne journée.